Aréopage chez Apoxis. Donc d'ici le mois de juillet, il y aura une trentaine de livres, plutôt philosophie, sciences humaines. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Monsieur Delarminat, qui est plutôt scientifique, qui va nous parler de l'écologie et d'un point de vue chrétien. Et bien souvent, les gens ont dû se dire oh, une conférence sur l'écologie, qu'est-ce que ça vient faire au cercle de l'Aréopage? L'écologie est en fait une nouvelle religion qui a pénétré même les milieux religieux. Je ne citerai pas le personnage, mais il y a un texte qui est paru il y a quelque temps, et quand on le lit même d'une manière très superficielle, on s'aperçoit d'inexactitudes de langage graves de conséquences. Entre autres, par exemple, l'homme aurait un pacte avec la Terre. Sur le plan juridique, ça n'a aucun sens. On peut faire un pacte qu'avec des hommes libres. Ou alors, c'est une régression mentale gravissime. C'est une approche holistique et on considère plus ou moins la Terre comme une divinité, une déesse. Et l'homme serait un intrus. Et on voit que cette idéologie actuelle, qui n'a rien à voir avec l'écologie classique, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, l'homme était considéré comme le microcosme, comme le résumé de la création. Mais puisqu'on ne croit plus en rien, on détruit l'homme, et c'est tout le résultat de la philosophie du XIXe siècle, et bien sûr des Lumières. Et on voit aujourd'hui que l'écologie sert, avec ses différentes facettes, à propager la culture de mort. Elle est encouragée par toutes les instances onusiennes ou para-onusiennes, et on les cherche à culpabiliser l'homme, qui est en quelque sorte un prédateur, un pollueur. Malheureusement, les milieux chrétiens ne sont pas exempts de ces contaminations, et je faisais référence à un texte qui est sorti il y a quelque temps, que M. Hulot aurait très bien pu signer, ou vice-versa, ce qui prouve la confusion mentale dans laquelle on règne. Il y a un des personnages qui, autrefois, était un des chantres de la Nouvelle Droite, qui, maintenant, ne jure plus que par le GIEC. Il a changé, disons, de Dieu, mais il est toujours aussi obsessionnel. Ce qui est important, c'est d'avoir des notions claires, nettes, précises. Et ce que va dire M. Delarminat complète l'approche anthropologique développée ici, que continuera le père Boboc. Dans une vision classique, l'homme est vraiment le macrocosme et doit vivre en harmonie avec la création, du moins si on croit à l'être créateur, ou tout au moins chercher une certaine harmonie avec les éléments, selon la vieille pensée grecque. Quand on pourrait parler, je pense qu'il y aura des questions, soit sur le réchauffement climatique, ou sur d'autres points litigieux, je ne vois pas pourquoi M. Allègre aurait tort et M. de Plainquette raison, ou l'inverse. Ce n'est pas une question de sentiment ici, c'est une question de réflexion. Et je dis malheureusement, les milieux chrétiens ne sont pas armés à résister aux sirènes du nouvel ordre mondial. Je pense avoir assez parlé. À vous, cher ami. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. D'abord, je suis très content d'être devant un... On en parlait tout à l'heure à table, devant un public qui a, en tous les cas, l'image d'être non conformiste.
parce que j'espère que grâce à cela, vous allez accueillir un discours non conformiste. Or, sur l'écologie. Or, le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'être non conformiste dans un domaine, et quand on quitte son domaine de compétence, et l'écologie est un domaine compliqué, eh bien, on risque souvent, même si on a une tentation non conformiste en politique par exemple, eh bien, de devenir conformiste sur d'autres sujets. Et ce que je vais vous dire n'est absolument pas conformiste. Alors, le thème de l'écologie, une nouvelle religion, il y a deux manières de l'aborder. C'est, comme ça a été dit tout à l'heure, et en particulier avec mon second livre qui s'appelle « L'écologie chrétienne n'est pas ce que vous croyez », c'est d'avoir une approche vraiment destinée à des chrétiens. Et puis, c'est-à-dire toute la tradition, tout le magistère, tout ce que peut nous enseigner l'Église et les Écritures en matière d'écologie et la doctrine sociale de l'Église. Mais il y a une autre manière qui est de s'appuyer sur la raison et d'essayer de voir comment notre culture qui se targue on parlait de la philosophie des Lumières, qui se targue de raison, est tombée dans le piège de l'écologie comme une nouvelle religion. Alors c'est plutôt cette seconde partie que j'ai retenue pour ce soir. Ceci dit, pendant les questions, je serai à votre disposition pour évoquer et balayer toutes les approches, y compris purement chrétiennes. Alors pourquoi l'écologie une nouvelle religion ? Je vais commencer par vous dire deux mots de ce qu'on appelle la logique du salut. Bon, ce n'est pas nouveau, l'homme ressent du plus profond de lui-même qu'il est victime de la mort, qu'il est esclave du mal, et de tout temps, toutes les civilisations se sont posé cette question, comment échapper au désordre du monde ? Bon, eh bien évidemment, dans l'écologie, il y a des désordres, et on rêve d'échapper à tout cela, et donc, eh bien, la tentation est grande de chercher le salut écologique. Bon. La deuxième chose, c'est les nouveaux dieux. Alors là, je vais m'y arrêter un petit peu plus longuement. Il y a deux sortes de... Je vais citer la déesse Gaïa et le dieu homme. Donc c'est ou bien le dieu terre ou bien le dieu homme. Et là, Gaïa, donc tout le monde sait ce que c'est la terre-mère. Dans les civilisations antiques, on faisait des sacrifices à la déesse Gaïa. Alors, on a tendance à dire, ben oui, mais tout ça, c'est périmé. Eh bien, je voudrais m'appesantir un tout petit peu et vous montrer d'abord qu'il y a des philosophes assez récents qui ont beaucoup travaillé la question. Et je pense en particulier à Lovelock, qui est un auteur anglais. Et si vous vous amusez à aller sur Internet et de taper « écologie Lovelock », vous allez voir que pratiquement tous les grands mouvements, le WWF ou les Amis de la Terre ou tout ça, ont des références à Lovelock. Donc, que disait Lovelock ? Alors, je vais vous donner quelques citations de Lovelock. Pour lui, Gaïa se fonde sur trois choses. Je le cite. « La propriété la plus importante de Gaïa, c'est sa tendance à rendre optimum les conditions de la vie terrestre. Cette tendance devrait être aussi prédominante aujourd'hui qu'avant l'arrivée de l'homme sur la scène. » Donc, en d'autres termes, ça veut dire que la nature aurait sa propre expansion de vie. Donc, vous devinez très vite qu'avec ce genre de philosophie, on va tuer le concept de créateur. La deuxième chose que dit Lovelock, c'est que Gaïa possède des organes vitaux en son centre. Donc, ça veut dire qu'il évoque même l'existence de centres nerveux de la planète. Donc, c'est toujours le genre de confusion mentale. Il ne faut pas confondre le contenu et le contenant. Certes, la Terre contient des êtres vivants, mais de là à dire que la Terre est un être vivant, il y a une nuance. Et puis, le troisième fondement de Lovelock, c'est de dire que les réponses que Gaïa peut apporter aux problèmes, c'est-à-dire que c'est la déesse Gaïa qui résout les problèmes. Hein. Eh bien,
doivent obéir à des règles de la cybernétique. Donc on ne raisonne plus du tout en termes de causalité, mais nous aurions affaire à une entité vivante. Donc pour Lovelock, tout ça n'est pas une analogie. Hein. La Terre n'est pas comme un être vivant, elle est un être vivant, elle n'est plus un objet, elle est un sujet. Et bien entendu, il faut, à ce titre-là, rétablir avec la Terre une relation sensible, une relation affective. Alors, il est inutile de vous dire que ce genre de philosophie est tombé dans un terrain où Darwin règne en maître. Hein. Alors, Lovelock, vous allez me dire, tout ça, c'est périmé, et je voudrais vous montrer à quel point Lovelock a eu un énorme succès. Alors d'abord, le lien entre Lovelock et le malthusianisme est très important à bien connaître. Lovelock écrivait « S'il n'y avait sur Terre que 500 millions d'habitants, pratiquement rien de ce que nous faisons actuellement à l'environnement ne perturberait Gaïa. » Et il dit ailleurs, il parle de l'humanité comme maladie planétaire, et il aspire à un monde de 1800 où, lorsque nous n'étions que 1 milliard. Donc, tout ça n'est pas folklorique. Vous avez, par exemple, le congrès d'Amsterdam, qui est un congrès qui réunissait plus de 1000 scientifiques en 2001, et qui a signé une déclaration commune dont l'article principal énonce ceci: le système Terre se comporte comme un système unique autorégulé. Eh bien, Lovelock est mort, mais je peux vous assurer que tout ce congrès d'Amsterdam a été le succès de ce que Lovelock appelait de ses voeux, c'est-à-dire un système de science de la Terre qui soit conforme à sa philosophie. Alors vous me direz, 1000 scientifiques, c'est pas bien grave. Alors je vais aller encore plus loin. Boutros-Ghali. Boutros-Ghali, donc qui était le secrétaire général de l'ONU au moment du sommet de Rio, a dit devant tous les chefs d'État son discours de conclusion, et j'en ai fait quelques extraits. Voilà ce que dit Boutros-Ghali. L'esprit de Rio doit créer un nouveau comportement du citoyen. Après avoir aimé son prochain, c'est périmé ça, comme le lui demandait l'Évangile, il n'est pas loin de se moquer, l'homme d'après Rio doit aimer le monde, y compris les fleurs, les oiseaux, les arbres, tout cet environnement naturel que nous détruisons régulièrement. Donc, l'amour des petites fleurs est mis au même plan que l'amour des hommes, pour Boutros-Ghali. Et il poursuit, je cite toujours, « Au-delà et au-dessus du contrat moral avec Dieu, au-delà et au-dessus du contrat social conclu avec les hommes, il faut maintenant conclure un contrat éthique et politique avec la nature. » C'est pas loin de ce que vous disiez tout à l'heure en parlant du pacte de la nature, avec la nature. Donc avec cette terre même, et Boutros-Ghali dit, cette terre même à qui nous devons notre existence et qui nous fait vivre. Et Boutros-Ghali donc parle de cette terre qui nous fait vivre, cela n'a rien à... Donc la terre est le sujet qui nous fait vivre. Ce n'est pas l'homme, et l'homme n'est que l'objet. Ça n'a rien à voir avec une phrase qui consisterait à prendre l'homme comme un sujet, qui par son savoir-faire peut tirer des ressources de la terre, qui est l'objet, et qui lui permet de vivre. Donc il faut faire attention, il y a une confusion dans le langage qui est porteuse d'idéologie. Mais il y a pire, c'est que Boutros-Ghali continuait son discours en disant « Pour les anciens, le Nil était un dieu qu'on vénère, de même le Rhin, source infinie de mythes européens, ou la forêt amazonienne, la mère des forêts. Pour les anciens, le pain est étranger, de même le vin. Partout dans le monde, la nature était la demeure des divinités. Celles-ci ont conféré à la forêt, au désert, à la montagne, une personnalité qui imposait adoration et respect. La terre, dit Boutros-Ghali, avait une âme
la retrouver, la ressusciter, telle est l'essence de Rio. Alors, je ne sais pas si vous décodez bien ce genre de discours, mais vous voyez qu'il tourne en dérision le pain et le vin. Il parle de ressusciter la terre, hein, là où les chrétiens et le christianisme parlent de ressusciter l'homme. Il faudrait, et puis il dit, il faudrait retrouver l'âme de la terre. Alors vous comprenez, quand on entend Boutros-Ghali dire des choses comme celle-là, eh bien, l'exemple vient du haut et ça descend de plus en plus bas. Le sommet, le sous-secrétaire général de l'ONU, en 1999, qui s'appelle Klaus Töpfer, qui est directeur exécutif de l'UNEP. L'UNEP, c'est l'agence d'éducation des affaires de population de l'ONU. Voilà ce qu'il déclarait en 1999. Nous sommes entrés dans un nouvel âge. Hein, on parle d'écologie comme nouvelle religion. Écoutez ça. Un âge pendant lequel nous devons entrer dans la communauté plus large de tous les êtres vivants, un sentiment nouveau de notre communion avec la planète Terre doit entrer dans nos esprits. Donc on est en plein discours religieux, hein, puisqu'on parle de communion avec la planète Terre. Alors, maintenant je voudrais balayer assez vite la question de l'homme-dieu. L'homme-dieu, la première c'est tout ce qui tourne autour de la gnose. L'homme se reconnaît comme possédant une parcelle de lumière, et il se considère donc de nature divine. Et donc, l'homme gnostique se considère comme supérieur à son créateur. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'écologie? Ben, réfléchissons-y 2 minutes. Quand vous avez ce que les écologistes appellent d'ailleurs l'homo ecologicus, hein, qui est une sorte de divinité, eh bien, il voudrait, au contact de par des actes au quotidien, montrer sa toute-puissance sur la planète. La preuve, c'est que l'homme, pour l'écologiste, aurait tout pouvoir, aussi bien en mal, le pouvoir de détruire la planète, vous vous rendez compte, que le pouvoir en bien de la sauver. Si c'est pas un discours d'homme qui se prend, qui pose là un acte créateur, dites-moi ce que c'est. Hein? Donc, c'est un véritable... Paradoxalement, il y a derrière cette annonce de l'Apocalypse un culte à l'homme-dieu. Hein? Et tout autant, suivez le programme, vous aurez le salut, c'est un programme de salut. Alors, il y a un autre aspect qu'il faut bien entendu, et il a été évoqué en introduction tout à l'heure, c'est cet grand désir de l'homme de pouvoir divin qui est la gouvernance mondiale. Vous savez, ça fait vraiment penser à la Bible et à la tour de Babel. La tour de Babel, c'est bel et bien, dans l'histoire de la Bible, une allégorie pour montrer le désir de pouvoir divin qu'a l'homme. Eh bien, avec la gouvernance mondiale, et l'écologie est un faire-valoir absolument extraordinaire pour cela, puisque, et je vais vous le montrer tout à l'heure, l'acharnement qu'il y a dans l'écologie à montrer que tous les problèmes sont globaux, alors que les problèmes sont locaux. Alors je ne suis pas en train de nier qu'il y ait des problèmes locaux, il y a des problèmes locaux plein partout. Mais de là à dire que la planète est en danger et qu'il y a des problèmes globaux, ça n'a qu'un seul but, c'est faire valoir une gouvernance mondiale. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire que, en plus de tout cela, eh bien, la divinité à abattre, c'est bien entendu le Créateur. Parce que ça va contre l'homme-dieu et ça va contre contre la déesse Gaïa. Eh bien, abattre le Créateur, c'est devenu ça avance avec l'entremise de l'ONU. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça? Je vais vous citer là encore des textes de l'ONU. Par exemple, à la conférence de Stockholm, en 1972, il y avait un rapport qui était intitulé « Vers une redéfinition des projets de civilisation ». Donc, hein, on est en plein dans le débat. En 89, c'est le directeur général de l'UNESCO, qui s'appelait Federico Mayor, qui dit, je le cite, « La bataille pour l'environnement
ne sera gagnée que si est fondée une éthique nouvelle. Il est temps de doter la collectivité internationale d'une morale qui soit à la mesure de ses pouvoirs. Si on n'est pas dans le discours religieux. L'agenda 21, vous savez ce que c'est? C'est les mesures qui avaient été adoptées au sommet de Rio pour le 21e siècle, qui étaient censées être le support de toute la politique de développement durable. Eh bien, ce programme s'adresse à tous les acteurs du développement et il y avait plusieurs thèmes dans cet agenda 21 et on peut y lire cette phrase. À notre époque, les dirigeants religieux, le clergé et les laïcs doivent tout particulièrement cultiver une spiritualité renouvelée qui sous-tend une éthique de soins de la communauté terrestre. Donc on est bien dans le désir d'établir une spiritualité renouvelée. Donc quand on dit écologie, nouvelle religion, c'est pas un vain mot. Et le christianisme, dans cette affaire-là, devient l'ennemi numéro 1. Voilà ce que dit la conférence sur l'environnement de Stockholm, organisée par l'ONU. Voilà ce qu'elle dit. Les convictions religieuses, judéo-chrétiennes, selon lesquelles Dieu aurait créé l'homme à son image et lui aurait donné la terre pour qu'il la soumette à sa loi, c'est cela qu'il faut abattre. C'est un changement de paradigme cosmologique qui permettrait aux hommes de s'appréhender comme appartenant au tissu de la vie et non comme situés au-dessus de lui. Il parle des dirigeants religieux, soutiennent qu'un tel changement de perspective est nécessaire pour réenchanter le monde, pour réenchanter les animaux et les plantes, et pour restaurer le sens du sacré de la nature, perdu pendant la période de l'industrialisation. Donc vous voyez à quel point tout cet esprit de spiritualité est empreinte du discours onusien. Al Gore, vous connaissez tous Al Gore, ancien candidat à la présidence des États-Unis, il a été vice-président, et qui a écrit un ouvrage « Sauver la planète ». Voilà ce qu'écrit Al Gore. « Il ne faut pas hésiter à abandonner l'ancienne croyance en un pacte entre Dieu et les hommes. Il faut forger une nouvelle croyance qui puisse aller dans la richesse et la diversité des traditions religieuses d'avant le christianisme, afin de redéfinir les liens entre l'homme et la terre dans un sens plus harmonieux. » Autrement dit, il faut revenir au paganisme. Al Gore n'hésite d'ailleurs pas à déclarer, je le cite, « Le culte à la déesse mère, cher aux relations primitives, aurait beaucoup à apprendre à l'homme contemporain. » Donc vous voyez que l'ONU se donne comme objectif de redéfinir la vision que nous devons avoir du monde. À Copenhague, en 1995, au sommet sur le climat, qui était intitulée « Dimension spirituelle du progrès social ». Et voilà ce qu'on pouvait y lire. La spiritualité n'est plus réduite au lieu de prière et à la vie privée. Elle ne peut être étiquetée et réduite ni aux bonnes actions accomplies par des personnes pieuses, ni aux encycliques, ni aux déclarations. Pour pouvoir gouverner dans le futur, les gouvernements devront incorporer une modalité ou un esprit qui auront des relations étroites avec l'esprit de l'homme et non avec les désirs matériels immédiats de la populace. C'est gentiment parler de la démocratie. La dichotomie radicale entre la matière et l'esprit, le corps et l'âme, le sacré et le profane, l'homme et la nature, ou le créateur et la création, doit être transcendée pour permettre aux valeurs telles que la sacralité de la terre, la continuité de l'être, l'interaction bénéfique entre la communauté humaine et la nature, et la réciprocité entre l'humanité et le ciel, de recevoir toute l'importance qu'elle mérite en philosophie et en théologie. Donc vous voyez que même au sommet de Copenhague, on parlait théologie. Alors, donc vous voyez que... ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'homme-dieu,
la religion est d'ailleurs une vieille religion qui est la gnose, c'est-à-dire l'homme peut se sauver tout seul. Et puis vous avez, donc j'allais dire, c'est une religion presque individuelle. Hein, l'homme détient une parcelle de lumière. Dans le salut, c'est une religion, le messianisme, qui est une vieille religion également, les manichéens étaient des messianiques. Il s'agit de suivre le programme pour avoir le salut. C'est une élite qui prétend détenir la vérité et il faut suivre le programme. Eh bien, dès lors qu'on parle de messianisme, et Dieu sait que dans l'histoire, et saint Irénée en a condamné un paquet à son époque de messianisme, eh bien, depuis, on ne peut pas dire, mais le communisme ou le nazisme ont été des messianismes qui promettaient le salut, eux aussi. Eh bien, un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui me disait « Mais on ne peut pas parler de messianisme, parce que qui serait le Messie ?» Et alors, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui connaissent le père de Laubier, qui malheureusement est décédé il y a quelques jours. Et un jour, je me promenais avec lui, et je lui dis « Dites-moi, si l'écologie est un messianisme, ce serait qui pour vous le Messie ?» Il m'a répondu « Mais enfin, Stan, voyons, Auguste Comte !» Alors moi, je tombais un peu des nues, et je me suis mis à travailler la question d'Auguste Comte. Eh bien, Auguste Comte, quand on regarde de très près, il n'a jamais prononcé le mot écologie, mais par contre, il a été le fondateur d'une religion, d'une véritable religion, qui est la religion positiviste, qui n'avait qu'un but, c'était se débarrasser de la métaphysique, de systématiser le rationalisme et de mettre en place une prêtrise positiviste. Et bien entendu, il a, surtout à la fin de sa vie, fait la promotion du dépérissement des États, hein, et il plaidait pour une administration des choses qui soit transférée dans un premier temps à l'Europe, et ensuite dans un cadre international. Eh bien, bon, il faudrait une conférence à elle toute seule pour développer Auguste Comte. Ce qui est très curieux, c'est peut-être que certains savent que Auguste Comte avait construit au 5 de la rue Payenne, dans le Marais, une chapelle de l'humanité. Et cette chapelle, quand Auguste Comte est mort, a été la propriété d'une association qui s'appelle la Société Positive Internationale. Le premier président qui a suivi, c'était Pierre Lafitte, qui a eu droit à cette magnifique éloge funèbre en disant « Pour nous les croyants, la religion de l'humanité, le centre c'est Paris ». Et ce qui est très curieux, c'est que cette chapelle de l'humanité est toujours propriétaire de la société positiviste, et quand on fait la généalogie des présidents qui ont suivi, eh bien, on retrouve des présidents qui d'ailleurs sont partis au Brésil, et on retrouve des gens comme Maurice Agent, fondateur du Bureau international du travail, on retrouve Carnero, qui est le fondateur de l'UNESCO, et tous ces gens-là sont des positivistes héritiers d'Auguste Comte. Et tous ces gens-là, c'est eux qui ont mis en place toute cette culture de messianique. Et alors, ce sont ces gens-là qui ont mis en place le rôle des organisations non gouvernementales dans l'ONU. Et je pense qu'on peut, avec Jean-Paul II, se méfier de cette religion positiviste. Hein, je vous rappelle que dans Veritas Splendor, Jean-Paul II disait « Le positivisme et le néopositivisme renaît sous les traits nouveaux du scientisme ». Et il s'alarmait beaucoup de cela. Alors, je vous ai dit en introduction que la question, quand on parle d'écologie, eh bien, c'est un domaine de compétences. Il faut avoir un minimum de compétences pour être capable de comprendre ce qui se passe. Et quand on dit la religion, elle aussi, quand je récite mon credo, il y a des mystères qui ont une partie d'incompréhension. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre, mais donc quand on dit cela, on dit « Ah ben c'est normal que... » Parce que finalement, quand on attrape tout le discours écologique dont je vais vous parler maintenant, eh bien on a tendance à être crédule. Alors quelle est la différence entre mon credo et la crédulité ? Dans les deux mots, vous avez le mot « croire ». Or, dans les deux,
d'un côté, j'ai une part d'incompétence, donc je suis crédule parce que je suis incompétent. Et dans ma foi, je récite mon credo, même si je n'ai pas la prétention de tout comprendre. Alors, on a vite fait de dire, bah oui, c'est pas grave d'être crédule. Seulement, il y a une grande différence entre la foi et la crédulité. Je vais vous donner quelques clés. Il faudrait là aussi une conférence à elle toute seule pour vous parler de ça. Moi, j'ai tendance à dire la crédulité, c'est le propre de l'enfance. Hein? Alors que c'est en étant sceptique et en commençant à me poser des questions que je deviens adulte. Hein? Or, aujourd'hui, écoutez le discours écologique. Si vous êtes un sceptique, vous êtes un nul. Soyez crédule et vous aurez le salut. Hein? Autre chose, la foi, c'est un discernement intérieur. La crédulité, ça vient de l'extérieur. C'est quelque chose... Alors vous me direz, le magistère ou les écritures, ça vient de l'extérieur aussi, mais ça passe par un discernement intérieur et par mon être profond. Hein? Le crédule, ça passe pas par son être profond. Hein? C'est de la crédulité. Autre chose, la foi, ça ne signifie pas l'absence de questions. Je dirais même que la foi, c'est le début du questionnement. La crédulité, elle commence quand j'arrête de me poser des questions. Hein? Vous savez, saint Anselme disait, la foi, il parlait de la foi qui cherche à comprendre. Ben, le crédule, il y a longtemps qu'il a arrêté de comprendre, qu'il ne cherche plus à comprendre. Hein? Et ce qu'il y a de curieux, c'est que plus notre culture aujourd'hui voit sa foi reculer, plus la crédulité augmente. Hein? La vraie nature de la foi, c'est au fond de nous tous, nous avons un peu d'inquiétude. Or, la crédulité, c'est tout l'inverse. Oh, tout ça, c'est évident. C'est évident que l'homme réchauffe le climat. C'est une évidence. Attendez, moi, je pense qu'il faut continuer à se poser des questions. Hein? La foi, elle est pas toujours satisfaite parce que je suis sans arrêt en mouvement, en inquiétude au sens métaphysique du mot, étymologique du mot, c'est-à-dire sans repos. La foi, elle nous met sans repos. La crédulité, c'est tellement confortable. Hein? Je gobe, vous savez, et je vais vous montrer tout à l'heure que la crédulité, ça mène à toutes les formes d'esclavage et de soumission. C'est-à-dire que seulement, c'est comme les Hébreux, quand ils sortent de l'esclavage, ils se mettent à ronchonner et à dire « Ah, bienheureux esclavage, au moins j'avais de la viande. » Eh bien aujourd'hui, nous sommes des crédules et nous sommes esclaves du discours écologiste, eh bien on dit bienheureux esclavage, au moins je sais ce qu'il faut penser. Hein? Eh bien, tout cela, c'est de la crédulité et ça conduit à l'esclavage. Il y a saint Augustin aussi qui parlait de la crédulité. Et il disait que, bien entendu, dans toute forme de croyance, il y a une forme de passivité. Quand je récite mon credo et que je dis « je crois en Dieu en 3 personnes », ouf, d'accord, bon, il y a un moment où je deviens passif et je fais mon signe de croix, je crois, bon, mais il y a un moment où la crédulité, ça devient une pathologie de la passivité. C'est-à-dire, j'ai définitivement renoncé. Et saint Augustin fait la comparaison entre croyance et crédulité en disant c'est la même chose qu'entre un ivrogne, entre s'enivrer et un ivrogne. Donc vous voyez, ça devient une pathologie. Hein, Alors je voudrais m'arrêter un peu sur ce point-là parce que il faut arriver à se débarrasser de tout ce qui me rend crédule, de tout ce que j'entends. Hein? Alors, je vais m'arrêter là pendant un petit moment et je vais faire un essai avec vous d'écouter 9 discours et de faire tomber la crédulité sur les 9 discours que nous entendons. Et de voir en quoi, au moins, je peux douter. Moi, j'ai des convictions sur certains des 9 points, mais au moins, doutons. Alors, pourquoi 9 ? Parce que c'est le thème qui est en train d'émerger en ce moment à l'ONU.
c'est ce qu'on appelle les 9 limites planétaires. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Les 9 limites planétaires sont évoquées en particulier dans tout à l'heure je vous ai parlé de l'agenda 21, c'est-à-dire le programme de développement durable pour jusqu'à 2015. Et là, en septembre dernier, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté des objectifs de développement durable, il y en a 12. Eh bien, il est fait allusion dans ce document, dans la deuxième directive, des 9 limites planétaires. Et je me suis mis à travailler en me disant, mais d'où ça sort, ça? Eh bien, il s'agit d'une étude qui a été publiée le 15 janvier 2015, qui s'appelle donc Limites planétaires. Et c'est pas une anecdote. Un des co-auteurs, il y a 19 auteurs, il y a 9 critères, donc les 9 limites. Et un des auteurs, Johan Rockström, est allé, excusez du peu, à Davos pour expliquer à tous les gouvernements mondiaux ce que c'était que les 9 limites planétaires. Alors inutile de vous dire qu'avec ça, ça va devenir l'urgence numéro 1 de la décroissance. Et voilà de quoi il s'agit. Première limite, l'intégrité de la biosphère. Alors ça, c'est le discours classique que vous entendez autour du thème de la biodiversité. Ne croyez pas que je n'aime pas les petites fleurs et les petites bêtes, hein. J'adore. Mais on en fait une limite. Alors quel est l'instrument de mesure des limites? C'est c'est qu'il ne faut pas dépasser la disparition de 1 à 10 millions d'années-espèces. Qu'est-ce que c'est que ce jargon? Alors on gratte et on va dans l'étude qui a été publiée par l'ONU, et on s'aperçoit qu'ils ont retenu, alors je vous passe le jargon, la variabilité phylogénétique des espèces, un indice qui s'appelle le PSV, et l'étude dit, oui, mais les données ne sont pas disponibles. Voilà de la science. Et puis elle dit, en attendant, on va en prendre un autre. C'est le taux mondial d'extinction. Vous savez que maintenant, nous sommes dans la 6e extinction des espèces planétaires. La 2e ou la 3e, je ne sais plus quelle, c'était la disparition des dinosaures. Nous sommes aujourd'hui dans la 6e extinction des espèces. Sur quoi est fondé cela? L'étude dit, oui, mais l'indicateur, on n'est pas capable de le mesurer. Et l'étude reconnaît, je cite l'étude scientifique, il peut y avoir un risque important dans l'utilisation du taux d'extinction comme variable de contrôle. Autrement dit, on ne parle de cela tous les matins à la radio, mais quand on fait parler la science, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun fondement. Hein? Alors, l'étude reconnaît, nous ne savons ni les niveaux, ni les types de... C'est pas moi qui le dis, hein? C'est pas quelqu'un de sceptique qui le dit, c'est les scientifiques eux-mêmes. Nous ne savons ni les niveaux, ni les types de pertes de biodiversité qui peuvent éventuellement déclencher des changements irréversibles du système Terre. Donc on nous bassine avec excusez-moi mon vocabulaire, avec la biodiversité, et voilà les fondements de la science. Alors, bien entendu qu'il y a des espèces qui disparaissent, hein, mais le changement, c'est pas le statu quo non plus. Hein, je pense pas que le but, ce soit les écosystèmes doivent être mis sous cloche. Hein. Et puis derrière, on sent très bien qu'il y a le mythe de la nature vierge, enfin des tas de mythes religieux des religions antiques. En fait, l'idée... Moi, j'entends des spécialistes qui prennent le contre-pied et qui disent l'idée de numériser ensemble des espèces n'a absolument aucun sens. Numériser des bactéries et numériser des vertébrés dans la disparition des espèces, ça n'a absolument rien à voir. Et puis il y a un moment où, bien entendu, je vais regretter qu'il y ait des poissons qui disparaissent, mais... alors on dit mais c'est très grave pour l'homme parce que peut-être que demain on aura besoin d'un gène, mais vous savez peut-être que les mammouths ont disparu, mais peut-être que le gène de mammouth il est encore dans la biodiversité actuelle, hein. Donc attention, attention. Deuxième limite planétaire, le trou d'ozone. Alors là les scientifiques vous disent d'emblée, de toute façon le problème est réglé grâce à l'accord de Montréal. Grâce au 0 CFC, hein, ce sont des gaz fluorés, hein, grâce au 0 CFC, le problème est résolu. Donc on a rétabli la limite. Alors, le problème, c'est que c'est une allégation parfaitement gratuite
et que aucune preuve scientifique n'est capable de dire que les émissions humaines sont les responsables du trou d'ozone. Hein, et le rôle réparateur de la couche d'ozone, soi-disant, eh bien, on est capable de voir... Alors d'abord, le trou d'ozone est un phénomène qui est observé de manière très récente. 20-30 ans dans l'histoire de la climatologie, c'est très court. Or, on commence à voir des corrélations entre les mesures du trou d'ozone et les rayons cosmiques. Rien à voir avec les émissions humaines. D'autre part, tous ces gaz, soi-disant, maintenant, il y a une quasi-unanimité des scientifiques à reconnaître qu'il y a d'autres gaz qui sont pressentis comme pouvant avoir un rôle sur le trou d'ozone, qui sont des gaz fluorés. Or, aujourd'hui, on sait que ce sont les océans qui sont les plus gros producteurs d'émissions de quantité de gaz qu'on appelle des chlorures de méthyle, ou des chloroformes, ou des trichloroéthylènes. Je passe sur les noms savants. Mais les océans produisent ces gaz-là, qui sont pressentis eux aussi pour avoir un rôle. Donc l'homme tout à l'heure, vous disiez l'homme est le prédateur de la planète. Alors, on nous a bassinés avec ce trou d'ozone. Et puis, il y a encore une autre chose, c'est que tous ces gaz chlorés, les émissions sont à peu près chiffrées, l'émission humaine, à 0,75 millions de tonnes par an. Je vais vous donner quelques chiffres d'émissions de chlore. Vous avez les bactéries océaniques, 5 millions de tonnes. Vous avez les volcans, 36 millions de tonnes. Il y en a pour plus de 49 millions de tonnes, comme ça, d'émissions naturelles. Or, comme par hasard, le trou d'ozone, pour des questions scientifiques, est un peu compliqué, parce qu'il apparaît dans des régions froides, et en particulier le pôle sud. Comme par hasard, vous savez que les volcans émettent les uns des acides chlorhydriques, les autres des acides sulfuriques, les autres à base de soufre. Bon. Eh bien, le plus gros volcan émetteur de chlore, figurez-vous qu'il est au pôle sud. Hein, ça, personne n'en parle. Troisième limite planétaire, l'acidification des océans. Que ne nous dit-on pas là-dessus? Alors, voilà ce que disent les scientifiques de l'étude. Je cite, « Aucune nouvelle preuve n'a émergé pour suggérer que la limite initiale, je passe le oméga, rag mondial, bon, peu importe, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de dire que les scientifiques disent qu'il n'y a aucune nouvelle preuve de cette acidité. Et ils disent l'hétérogénéité géographique est importante pour suivre la nature de limite pour les océans du monde. Autrement dit, ils n'y arrivent pas. Hein? Donc, une fois de plus, alors on est dans l'affirmation incantatoire. Ah, mais si on passe en dessous de 350 parties pour million de CO2, eh bien, l'acidité sera plafonnée. On ne sait pas d'où ça sort, puisque juste avant, dans l'étude, ils disent qu'il n'y a pas de preuve. Bon, donc, je vous propose une piste, pour ceux qui ont fait un petit peu de chimie, c'est ce que les géologues appellent l'effet tampon de l'océan. Alors, l'effet tampon, il faut savoir ce que c'est pour un chimiste, c'est quand je rajoute un petit peu de base légère, faible, par rapport au milieu d'un milieu acide fort ou vice-versa, eh bien, je m'aperçois que l'acidité ne bouge pas. Or, je lis dans des spécialistes que les océans jouent un rôle tampon, et en particulier que l'érosion et l'altération des roches qui tombent dans les océans en permanence augmentent l'alcalinité de l'eau de mer, et que ça a une capacité à compenser l'acidité. Vous n'entendez jamais ce discours. Je ne cherche pas à vous convaincre que l'effet tampon avec des données chiffrées soit vrai ou soit faux, mais je dis, attention, abandonnons notre crédulité quand nous entendons parler d'acidification des océans. Quatrième limite, le flux du phosphore et de l'azote. Alors, ça, c'est, comme par hasard, l'étude dit, on ne s'est pas occupé de tous les cycles du phosphore, de l'azote, de tas d'éléments, mais on a retenu ces deux-là. C'est un choix arbitraire, disent-ils. Pour l'instant, nous nous concentrons sur le phosphore et l'azote. C'est peut-être arbitraire, mais c'est pas anodin. Parce que, comme par hasard, ce sont les cycles des deux éléments les plus importants dans les engrais.
Et donc, il faudrait revenir au cycle de minéralisation de l'azote des années 1960. On ne sait pas pourquoi, mais imaginez 2 minutes qu'on ait la minéralisation de l'azote au niveau de 1960, c'est-à-dire les engrais au niveau de 1960. Autant dire qu'il faut revenir à la population de 1960. C'est du malthusianisme à l'état pur, ça aussi. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai travaillé cette question, c'est que on s'aperçoit, et c'est vrai, que la minéralisation de l'azote, ça représente 1 pour 100 000 de l'azote de l'air. Donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Oui, mais enfin quand même. Ce qui est intéressant, c'est que la minéralisation de l'azote par l'homme représente la même quantité que la minéralisation naturelle. Autrement dit, l'homme a un impact sur le cycle. Autrement dit, vous avez imaginé une énorme masse d'azote, puis un petit cycle qui tourne de minéralisation par la nature, par les bactéries, par l'azote qui est consommé par les êtres vivants, et puis qui disparaît, et qui est recyclé. Donc l'homme double le cycle. Ah oui, peut-être, mais et si c'était la vocation de l'homme de faire tourner la machine naturelle d'une manière plus maîtrisée pour son bénéfice, hein? Et autre chose qui m'interpelle, c'est quand on me parle de limite, dans un cercle, dites-moi où est le début, où est la fin. Moi, je ne vois pas où est la limite. Sur un axe, je veux bien qu'on me parle de limite, mais dans un cercle, je ne comprends pas très bien. Bon. En tous les cas, ce problème de limite de la minéralisation de l'azote, il n'est pas anodin. Cinquième, je ne vais pas en parler longuement, le changement dans les macrosystèmes. Qu'est-ce que l'étude scientifique appelle les macrosystèmes? Les macro-écosystèmes, ce sont les différences que vous devinez entre une forêt, une zone arbustive, une toundra, etc. Et bien entendu, la limite, c'est la forêt, à laquelle il ne faudrait pas toucher, parce que... Pourquoi? C'est pas parce que je n'aime pas la forêt. Bien entendu que j'aime la forêt, j'aime me promener en forêt. Mais c'est parce que la forêt aurait un impact sur le climat. Et l'impact qui est mis en avant, c'est l'albédo. Qu'est-ce que c'est que l'albédo? C'est en gros, vu de satellite, la couleur qu'a la couleur d'un désert n'est pas la couleur d'une forêt. Et donc, la forêt aurait un effet sur le climat par le fait que la couleur réfléchit plus ou moins les rayons solaires. Bon, tout ça n'est pas fondé du tout, et je vais y revenir tout à l'heure quand je vais vous parler du climat. Sixième limite. L'usage d'eau douce. Quel est le critère sur l'usage de l'eau douce? C'est maintenir les exigences du flux écologique des rivières. Ils appellent ça le EWF, le flux environnemental en eau. Alors, là aussi, ce qu'il faut arriver à bien comprendre, parce que ça aussi c'est un discours qui nous parle beaucoup en écologie, c'est « Ah, mais l'eau, alors je vais vous choquer. Il n'y a aucun problème d'eau. Je consomme, je bois 1 d'eau. Je mange 10 d'eau qui a servi à produire le blé que je mange. Donc, je bois 1, je consomme 10, et il en pleut 1000 par habitant et par an. Attendez, ne parlons pas des océans. L'eau, ça passe certes par du dessalement, mais l'eau, il n'y a pas de problème d'eau. Par contre, il y a un problème d'accès à l'eau. Rien à voir. Il y a des endroits où il y a des problèmes d'accès à l'eau. Il y a des endroits où il n'y a pas assez d'eau. Hein, les déserts, ceci dit, il n'y a pas grand monde dans les déserts. Hein. Il y a des endroits où il y a trop d'eau. Hein. Si je parle du Bangladesh, il y a trop d'eau. Alors eux, ils n'ont pas un problème d'accès à l'eau, ils ont un problème. Il y a 1 milliard de personnes qui manquent d'accès à l'eau. Mais il y a 1 milliard de personnes, en plus, qui ont un manque d'accès, qui ont trop d'eau. C'est-à-dire ils ont une difficulté d'accès à l'eau potable. Le Bangladesh, c'est un problème d'accès à l'eau potable. Autrement dit, c'est un problème économique, c'est pas un problème écologique. C'est un problème de développement. Il suffirait de quelques milliards et vous avez accès à l'eau. Hein? Seulement, là aussi, il y a un discours qui n'est jamais tenu. C'est que puisque quand je mange 10 dans mon blé, ça veut dire que je mange de l'eau. Autrefois, nos grands-pères,
ils stockaient un an de récolte dans leur grenier, ils stockaient un an d'eau. S'il y avait une disette et une pénurie de pluie l'année d'après, ils avaient leur stock d'eau dans le grenier. Ils mangeaient leur eau. Hein? Maintenant, on ne fait plus de stock. Ah, par contre, le commerce international, ça y va. Hein? On balance du blé dans toute l'Afrique, moyennant quoi on exporte de l'eau. Et du coup, tout l'accès à l'eau d'un Africain qui est nécessaire à... qui justifierait des investissements pour avoir accès à l'eau, eh bien, on les inonde d'eau, on les inonde de blé. Donc, il faudrait protéger l'Afrique de nos exportations de blé pour qu'à nouveau, ils aient la possibilité d'investir dans un accès à l'eau et que, accessoirement, ayant investi et rentabilisé leur investissement dans l'accès à l'eau, eh bien, qu'ils consomment le 1 qui leur est nécessaire. Mais si j'investis je divise les investissements nécessaires par 1, je n'y arriverai jamais, puisque c'est le nord qui inonde le sud de blé. Donc, toutes ces questions d'accès à l'eau, hein, le but n'est pas de préserver le flux des rivières. Cette limite-là, elle n'a pas de sens. Hein. 7e limite. La limite, ce qu'ils appellent les nouvelles entités chimiques. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, l'étude scientifique ne rentre pas dans les détails, elle non plus. Elle fait simplement état de 100 000 substances qui sont dans le commerce mondial de produits compliqués chimiques, des plastiques et des choses comme ça. Il les chiffre à plus de 100 000. Seulement, ils reconnaissent qu'ils sont incapables de les prendre une par une et d'essayer de voir quel est l'impact. Bon, donc ils parlent de limites. Et là aussi, il ne faut quand même pas oublier que la plupart de ces substances sont des substances qui ont été utiles au progrès du bien humain, du bien-être humain, et que faudrait faire, à mon sens, au lieu de jeter son dévolu contre tel ou tel produit chimique, il faudrait plutôt essayer de voir comment je peux maîtriser les conséquences. Hein? Autrement dit, le plastique n'est pas mal en soi, ce qu'il faut, c'est voir comment je peux maîtriser les conséquences du plastique. 8e limite, les aérosols et les particules fines. Alors là, les aérosols, ce sont des toutes petites particules, et là, vous savez qu'en France, on nous a dit que quand il y a quand Paris, il n'y a pas de vent, eh bien, il faut rouler plus vite parce que le gasoil, 42 000 morts. 42 000 morts. Hein? Alors, après, on change de problème. Ah, on va faire une loi pour interdire les feux de bois. Pourquoi? Parce que 42 000 morts. Tiens, les morts ont changé de camp. La cause, alors on se dit, mais alors attendez, je voudrais savoir, c'est les feux de bois dans mes cheminées ou c'est le gasoil? De toute façon, moi j'ai fait la recherche sur les 42 000 morts, et je m'aperçois, amusez-vous, allez chercher sur Internet, 42 000 morts, particules fines, France. Vous verrez qu'il n'y a pas d'étude. Alors on fait allusion à une étude qui a plus de 15 ans. Mais on nous la sert tous les ans. Hein. Mais elle a plus de 15 ans. En fait, c'est une étude européenne. Alors on cherche étude. Alors on tape, au lieu de taper France, on tape Europe. Et on tape Europe et on trouve, ah, il n'y a pas d'étude européenne. C'est la reprise d'une étude de l'ONU. Et effectivement, l'étude scientifique dont je vous parle là sur les limites planétaires parle de 7,2 millions de décès par an à cause des particules fines. Alors on cherche l'étude de l'Organisation mondiale de la santé sur le sujet, parce que quand même on se dit 7,2 millions, ça fait quand même beaucoup. Et vous savez comment fait l'étude? Ça c'est de l'épidémiologie. On constate que dans certains pays on se chauffe au feu de bois, en général dans une case, hein, en pierre sèche, et la durée de vie est plus courte, donc voilà pourquoi votre fille est muette, et voilà pourquoi les particules fines font 7 millions de morts. Vous savez, il y a un raisonnement faux qui est classique, c'est les vieux meurent plus vite que les jeunes, tout le monde est d'accord, hein. Les vieux se chauffent au feu de bois, au charbon, parce qu'ils n'ont pas de revenus pour faire autrement, donc le charbon tue les vieux. Hein. Et bien les particules fines tuent 7,2 millions de personnes. Et on dit, bah, puisque la France
elle a 42% des 7,2 millions, c'est donc que les particules fines tuent 42 000 personnes. Hein? Alors, réfléchissons là aussi. D'où viennent les particules fines? Hein? Les vents de sable. Il y a un satellite qui est de la NASA qui est en train d'observer les vents de sable qui partent de l'Afrique et qui vont en Amazonie. 182 millions de tonnes par an. Alors notre gasoil, ça peut y aller. Hein. Les émissions volcaniques. Chaque année, 1 milliard de tonnes d'aérosols des volcans. Le pollen, ce sont des milliards de tonnes. Vous savez qu'il y a des pollens qui se baladent à 3000 mètres d'altitude et qui vont jusqu'à 600 km des côtes. Hein. Donc moi, quand je vois Paris, là où on me met un nuage de poussière, j'arrête d'être crédule. Hein. J'arrête d'être crédule. Alors, je voudrais terminer par la 9e limite, bien entendu. C'est la première dans l'étude des limites planétaires. Je termine par celle-là, parce que c'est celle qui nous a bassinés pendant toute l'année dernière. C'est bien entendu le réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, je voudrais m'y arrêter un tout petit peu. Parce que, qui n'est pas influencé par ça? Hein? Alors, j'ai eu une grande chance, c'est que j'ai participé, devant un évêque, à une réunion privée, donc je tais les noms, je vais taire les noms, c'était privé, et l'évêque me disait « vous ne comprenez rien, et je vais vous expliquer, et je vais faire venir 2 experts du GIEC. » Et j'ai dit « bah écoutez, d'accord, mais je viendrai avec mon expert. » Je vais vous dire quelle était la spécialité de la personne en question. Et j'avais exigé que, avant de commencer cette réunion, nous ayons la possibilité de poser des questions écrites et d'avoir des réponses écrites pour gagner du temps dans le débat. Les débats ont duré 2 fois 6 heures, c'est pas rien. Hein, d'avoir dont un des vice-présidents mondiaux du GIEC. Hein. Donc c'était pas des manchots. Et on lui a posé la question suivante, on leur a posé la question suivante, que vous trouverez légitime. Si les rapports du GIEC disent qu'il y a 95% de probabilité que la cause du réchauffement climatique soit provoquée par l'homme, pouvez-vous nous dire dans les 1500 pages, pas dans le rapport pour les décideurs, attendez, le rapport des décideurs, c'est des politiques qu'ils rédigent, mais dans le rapport scientifique de 1500 pages, pouvez-vous nous dire où est le calcul pour que nous allions vérifier, étudier le calcul et nous dire, voilà. Alors, je vous donne en 1000 la réponse. Je vais quand même vous la ressortir. Voilà la réponse écrite que j'ai. Je ne l'ai pas encore publiée, mais par écrit, mais je vous en donne le texte. La probabilité de 95% n'est pas issue d'un calcul statistique. Elle exprime ce que l'on entend par très probablement. La probabilité donnée, tout ça est écrit. La probabilité donnée, mais attendez, vous riez pas trop vite parce que là vous allez vous esclaffer. La probabilité donnée indique que les auteurs estiment que sur 100 affirmations de ce type, plus de 95% sont vraies. C'est une évaluation subjective, dit la réponse, basée sur un faisceau d'indices. Alors, moi, quand je vois les plus grands responsables de la planète me dire que nous sommes en pleine subjectivité, je me dis, où est la science? Bon. Je peux vous dire que le responsable... Alors, après, on me dit, bah oui, mais 1000 scientifiques qui disent la même chose, c'est quand même pas rien. Alors, je vous demande, qui sont ces 1000 scientifiques? Ces 1000 scientifiques, ce sont des astronomes, des thermodynamiciens, des physiciens, des chimistes, des thermiciens, des océanographes, des glaciologues, des biologistes, des agronomes, des pédologues, des entomologistes, des mathématiciens, des informaticiens. Vous avez vite fait, avec 50 disciplines, de prendre 20 spécialistes. Je respecte ces 20 spécialistes. Chacun dans leur spécialité, ils disent certainement des choses vraies. Mais qu'est-ce qui va donner la cohérence entre ces 1000 personnes? Qu'est-ce qui va faire la cohérence entre des gens qui s'occupent des causes et des gens qui s'occupent des conséquences? Eh bien, il y a, et j'étais venu avec un expert de cette discipline, il y a une science qui s'appelle l'identification des systèmes complexes et qui permet
dans un système complexe, et Dieu sait que le climat est un système complexe, de mettre des algorithmes simples avec une formule, là où le GIEC en met 1 million, s'il vous plaît, parce que lui, il fait 200 000 petits systèmes complexes avec une petite portion d'océan, une petite portion d'atmosphère de latitude, etc. Et à chaque fois, il met une vingtaine de formules savantes là-dedans, comme s'il maîtrisait la question. Moi, je ne sais pas comment on peut maîtriser le savoir d'1 million de formules mathématiques. Alors, eux, ils prétendent que oui. Il existe une méthode d'identification qui dit « Moi, je ne cherche pas à savoir comment ça marche, je cherche simplement à voir quand il y a des données d'entrée, qu'est-ce qui sort, la température, autrement dit, le soleil, les volcans et le gaz carbonique, pourquoi pas, et il met en place des algorithmes, et il trouve que c'est le soleil, et il est formel, c'est le soleil. Bon. Alors, vous allez me dire, mais quand même, ces scientifiques-là, ils doivent connaître cette discipline-là. Eh bien, ils ont mis au point une méthode qui ressemble, qui s'appelle la détection-attribution. Eh bien, il n'y a que 7 spécialistes du GIEC qui appliquent ça. Alors, autrement dit, quand on nous dit qu'il y a des milliers de scientifiques, ce sont des gens disparates, et quand il y en a qui essayent de les mettre d'accord, il n'y en a que 7. Et ces 7-là, je vais vous en raconter 2 énormités. D'abord, ils disent qu'ils ne peuvent étudier que sur 150 ans. Autrement dit, la Bérésina et le petit âge glaciaire et l'optimum médiéval du Moyen-Âge ne fait pas partie de l'observation du GIEC. Hein? Ils se contentent de 150 ans, là où les experts d'identification observent 1000 ans. Et puis la deuxième chose, c'est que, à force de mettre 1 million de formules, ben, vous ne savez plus où vous êtes. Vous ne savez plus qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, et vous avez le GIEC qui mélange, qui parle de El Niño. Dans une partie du rapport, c'est une cause du réchauffement climatique. Dans une autre partie, c'est une conséquence. Autrement dit, on mélange les causes et les effets. Comment voulez-vous faire des relations de cause à effet quand vous mélangez les causes et les effets? Bon, je pourrais vous en parler longuement. Je vais arrêter là et, en guise de conclusion, vous dire à quoi ça mène tout ça, quand on est crédule et quand on est finalement la victime d'une religion. Parce que ça devient du religieux. Eh bien, alors d'abord, on lui sacrifie, comme dans les sacrifices d'autrefois, c'est l'homme la victime de tout cela. Puisque, voilà ce que dit l'ONU, tous les pays ont droit au développement qui respecte les limites planétaires et qui contribuent à stabiliser la population mondiale d'ici la moitié du siècle. Alors, je ne vous fais pas de dessin sur la manière de stabiliser, sur la manière dont l'ONU fait ce qu'elle fait pour stabiliser. Alors, bien entendu, le commerce international tue les agricultures pauvres, ça fait des millions et des centaines de millions de morts, hein, et ne parlons pas des méthodes que la bioéthique réprouve, et je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Hein. L'ONU appelle ça, d'un mot pudique, la santé reproductive et sexuelle. Donc c'est une vraie culture de mort, ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ces messianismes et ces religions? C'est toujours la même chose. Contrairement à la foi chrétienne, les religions paganistes, eh bien, elles sont fondées sur le mensonge. Je viens de vous le montrer avec 9 limites planétaires qui sont de jolis mensonges. Alors on me dit, mais c'est pas possible que des mensonges mondiaux existent. Eh bien, je vais vous en donner un qui est récent. Ça fait 30 ans qu'on nous bassine avec les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Et ça fait 30 ans qu'on nous dit que ça va être les miracles de la thérapie, clinique. Depuis 30 ans, on sait, et tous les biologistes le savent, que les cellules souches qui sont qu'on appelle totipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner n'importe quoi, c'est la définition même d'une cellule cancéreuse. Tout le monde sait que le jour où on met des cellules et qu'on transplante des cellules souches embryonnaires, eh bien, les essais cliniques ont tous donné des échecs, ont tous donné des cancers, et tout le monde le sait. Et maintenant, on commence un petit peu à changer de discours avec les cellules souches adultes, puisque maintenant, il y a effectivement, sur les cellules souches adultes qui n'ont pas ce défaut-là, il y a effectivement des essais cliniques qui sont couronnés de succès. Bon, donc, les mensonges qui durent 30 ans et qui sont colportés dans le monde entier, le Téléthon vous le bassine tous les matins, tous les ans du moins, à l'occasion du Téléthon. Hein.
Donc le mensonge. Le deuxième, qui est la conséquence du précédent, c'est la peur. Hein? Il suffit d'écouter tous les discours apocalyptiques. Hein? Et on est là-dedans dans l'émotivité qui est érigée en un principe. Alors, il y a des chrétiens écologistes qui me disent « Ah, mais attendez, de toute façon, il faut bien changer de paradigme, il faut bien changer, il faut bien... nous sommes de toute façon condamnés à une conversion. » Vous avez vu le mot conversion écologique, d'ailleurs. Le mot conversion est un mot religieux. Donc nous sommes appelés à la conversion écologique. L'autre jour, il y a un évêque italien que je connais bien qui dit, ils n'ont pas compris l'encyclique, on n'est pas appelé, la conversion écologique, c'est pas la conversion à l'écologie. Hein. Il y a une nuance. Bon, donc il faudrait définir ce qu'on appelle une conversion. Enfin, à force d'utiliser des mots qui veulent rien dire, on finit par dire n'importe quoi. Et alors on me dit, mais oui, mais vous allez démobiliser tous les chrétiens qui veulent se convertir pour changer. Alors moi, je vous dis tout ça, c'est du catastrophisme que je qualifie d'éclairé. C'est d'ailleurs pas moi qui le qualifie comme ça. Vous avez un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuy, qui définit comme ceci le catastrophisme éclairé. C'est il faut obtenir une image de l'avenir suffisamment catastrophique pour être repoussante, mais suffisamment crédible pour déclencher les actions qui empêcheraient que ça se réalise. Autrement dit, pour être écouté, l'écologiste, il dit il faut juste mentir un petit peu, juste faire un petit peu. Moi, je suis désolé, c'est pas le genre de vérité qui me rend libre. Hein? Si je dois changer, ça doit être fondé sur la vérité et non pas sur un petit peu de peur, un petit peu de mensonge. Donc la peur, c'est l'instrument. Et puis, derrière la peur, eh bien, arrive le mécanisme suivant, qui est l'asservissement des opinions publiques. Hein? Tous les messianismes ont asservi ce qu'on appelle le moi, alors je ne suis pas un psychanalyste, hein, mais le moi psychique. Hein, vous savez, le moi, c'est ce qui me construit la conscience de moi. Le surmoi, c'est les pressions dont je suis l'objet. Et le ça, c'est quand on me culpabilise. Eh bien, le moi, il se construit à la petite enfance. Eh bien, quand je n'ai plus de moi, eh bien, je suis incapable de faire preuve d'initiative. Et je vais donc être complètement, petit à petit, asservi au système. Hein? Et c'est pas pour rien que l'éducation nationale, et ne parlons pas de l'ONU, organise la régression psychique des personnes en s'attaquant aux plus petits et aux écoles. Hein? Donc, et puis alors, on y va également en vous asservissant par... Je vous habitue aux petits problèmes. Alors, il y a 5-10 ans, on a créé la taxe CO2 de 0,30 € par achat d'ordinateur portable. Bon, je dis, si ça leur fait plaisir. Hein. Puis un jour, on va me foutre la taxe sur les familles nombreuses. La taxe CO2 sur les familles nombreuses. Hein. Alors, ça commence par un petit asservissement. Hein, on nous empoisonne l'existence avec ça. Et puis, un beau jour, nous sommes soumis. Et on en arrive à la soumission. Et la soumission, c'est l'outil des religions messianiques. Et cette soumission, elle passe par le primat du collectif. Au lieu de cultiver mon moi et de structurer nos enfants, on nous met le nous collectif. Hein? Le moi est écrasé. Mais par contre, alors ça, faire des hommes nouveaux au pluriel dont le moi est atrophié, ça, on y va. Alors, bien entendu, la prédication idéologique, il y a des prêtres pour ça. Hein, je vous parlais d'Auguste Comte qui avait mis des prêtres, mais aujourd'hui, l'ONU appelle ça des agents de changement. Hein, donc, alors, je vais vous donner 2 citations pour vous montrer à quel point la prédication est importante. Première citation. Toute tentative pour combattre un système moral par la force finit toujours par échouer. Autrement dit, si on veut écraser l'Église, on n'y arrivera pas. À moins que le combat ne prenne la forme d'une attaque au profit d'une nouvelle position spirituelle. Autrement dit, d'une nouvelle religion. Je vais vous dire qui a dit ça. Deuxième citation. C'est une autre personne. Vous ne la connaissez pas, la première. Hein, je vais vous être surpris. Deuxième citation. Il faut que les ordres administratifs émis pour maintenir l'ordre dans la société soient également accompagnés d'un travail de persuasion et d'éducation. Autrement dit, il faut s'attaquer aux plus petits. Alors vous savez qui est la première? Hitler. La deuxième, Mao. Donc on comprend qu'on s'attaque à l'éducation. Alors après, dans toutes ces religions et dans tous ces messianismes, eh bien, il y a les dissidents.
Les dissidents, ben, ils sont obligés de se cacher. C'est exactement comme vous savez, dans le monde chiite, on appelle ça la taqiyya, hein, qui est une pratique qui consiste à dissimuler son appartenance à un groupe religieux et on se cache pour pratiquer en secret. Eh bien, aujourd'hui, il faut mentir pour sauver sa vie. Pour eux, il s'agit de mentir pour sauver sa vie. Pour l'écologiste sceptique, eh bien, il faut échapper à la mort. Essayez de faire du lobby pour que je sois invité à France Inter, vous aurez beaucoup de mal. Et puis, il y a une deuxième mort qui me pend au nez, c'est la mort professionnelle. C'est que si, dans une entreprise, je ne suis pas convaincu que le CO2 et que je ne mets pas des indices de CO2 sur tous mes emballages, je suis condamné à mort professionnelle. Hein? Donc, il est très difficile. On est obligé de se cacher quand on est dissident. Et puis, il y a les dissidents autorisés. Alors, tout à l'heure, on parlait de Allègre, mais Allègre, je le qualifie un peu de dissident autorisé, parce qu'il nous fait croire qu'il n'est pas d'accord, mais en même temps, il dit qu'il faut réduire les émissions de CO2. Alors, je voudrais comprendre. Ou bien le CO2 joue un rôle, ou bien dans ces cas-là on s'en fout, ou bien alors il joue un rôle et il faut le réduire. Ben lui il dit ça ne joue pas de rôle mais il faut le réduire. Et puis surtout, c'est là où il est un dissident qui se cache, autorisé, c'est que il dit CO2 c'est pas le problème, le vrai problème. Et il tient le discours des écologistes, c'est la population. Hein. La question qui est posée, voilà ce que dit Allègre dans un interview de journal, la question qui est posée, elle est évidente, c'est pouvons-nous ralentir cette évolution démographique? La réponse est paradoxalement oui, et surtout grâce à la généralisation de la pilule. Donc, le discours est complètement dissident. Mais il y a pire, il y a les... Parce que finalement, il dit qu'il est contre, mais il dit qu'il est pour. Il y a les faux dissidents. Alors les faux dissidents, malheureusement tout à l'heure vous évoquiez certains milieux chrétiens qui se qualifient de chrétiens humanistes. Je pense que tout le monde ici est capable de décoder ce que veut dire le mot humaniste. Hein, faut pas être dupe. Là on mélange tout. Et c'est finalement le positivisme qui avance d'une manière cachée. Je ne parlerai pas des idiots utiles, parce que c'est pas très obligeant, mais... Je parlerai plutôt des crédules utiles. C'est tellement utile d'être au service de la cause. Puis il y a des interdits alimentaires, comme dans toute religion. Hein, de boire du Coca-Cola ou manger un Big Mac, ne parlons pas de manger des OGM, c'est un péché mortel. Quant à la police des mœurs, l'ONU s'en charge, puisque maintenant, on a accès aux aides au développement que si un pays accepte le chantage au planning familial. Hein. D'ailleurs, et ce sera pas ma conclusion, mais presque celle de Cardinal 23, qui explique très bien, je cite, que ce chantage est du paternalisme. Voilà ce que dit Monseigneur 23. À l'époque, on nourrissait et on soignait les miséreux en les exhortant à vivre moralement. Aujourd'hui, on est assez cynique pour nourrir et soigner la misère au prix de l'abandon des traditions antiques de la société. C'est du paternalisme à rebours. Non pas pour moraliser les hommes, mais pour les arracher à leurs repères éthiques. Autrement dit, on est maintenant dans le chantage pour avoir droit de vivre. Alors l'humour, ça va être ma conclusion, histoire de vous faire rire. Eh bien, les messianiques ont beaucoup de qualités, mais alors l'humour, pas du tout. Voilà ce que dit l'écrivain Antoine Sénanque à propos de l'écologisme. Les avez-vous bien regardés, ces protecteurs de notre avenir? Ils ont presque toutes les qualités, il leur en manque une toujours, l'humour. Un écologiste avec humour intégré n'en est pas un. Le sourire trahit le transfuge. L'écologiste drôle s'occupe de son propre développement durable, mais pas de celui de la planète. Figurez-vous récemment, une radio musicale hongroise qui s'appelle Neo FM s'est vue infliger en février 2012 une amende 800 €, c'est pas grave si ça leur fait plaisir, par le Conseil des médias hongrois, parce que cette radio s'était amusée d'un panda en disant « il ne fait rien d'autre que s'asseoir sur son postérieur et manger ». Condamné. Condamné, on n'a pas le droit de rire d'un panda.
Voilà, je suis surtout maintenant, après cette conclusion humoristique, surtout à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous auriez à me poser. Oui, parce que vous avez parlé du réchauffement de l'époque médiévale. De l'époque ? Médiévale. Mais on sait que le Hannibal, quand il a passé les Alpes avec ses éléphants, donc c'était au 3e siècle avant Jésus-Christ, là où il est passé avec ses éléphants, on a trouvé des villages. Tout à fait. Bon, mais ça fait partie de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si on veut faire une analyse des causes potentielles que peuvent être, parce que par la raison, on se dit ça peut être le soleil, ça peut être le climat, et pourquoi pas, si on nous dit, ça faut bien l'étudier, le CO2, eh bien, il faut plus de 1000 ans. Sinon, je passe par pertes et profits ces périodes où il y a eu des variations climatiques, dont celle de Hannibal, mais la Bérésina, c'est la même chose. C'est quand même Dieu qui fait la pluie et le beau temps. Donc tout ça, ce sont des paroles. Et puis, bon, c'est vrai que moi, par ma culture scientifique, je ne me rallie pas à des phrases comme ça, Dieu fait la pluie et le beau temps. Il y avait les rogatons, ça n'existe plus maintenant. Bon, c'est vrai que moi, c'est pas ma culture de dire cela, mais si derrière cela, vous dites il y a une puissance de vie que le Créateur a voulu, et qui fait qu'il y a des variations, eh bien oui, je vais dire c'est Dieu qui fait la pluie et le beau temps. Mais bon, c'est un petit peu plus... Il y a 9 cœurs des anges. En tant que scientifique, on est bien obligé d'essayer d'avoir un regard de scientifique. Oui, parce que vous restez dans ce qui est le naturel. Mais quand on est dans le surnaturel, il y a quand même 9 cœurs des anges qui s'occupent de beaucoup de choses. Ils ont ces attributions-là. Oui. Il n'y a pas forcément... C'est les anges. Autre question. Est-ce que j'ai choqué des crédules? Alors, une question. Oui. C'est enregistré. Si je peux vous donner un point de vue d'économiste, on a travaillé sur la régulation écologique. Pour nous, c'est On un peu n'entend une pas base. encore rien. Hein. On Bah entend oui, rien. j'ai pas de micro, je peux pas parler. Bon, s'il vous plaît. Parlez haut. Oui, on a travaillé en fait sur la régulation écologique. Donc en fait, pour nous, c'était une vaste fumisterie, notamment sur les quotas de CO2 qui sont revendus par les pays. Donc tout ça derrière, c'est encore du Goldman Sachs. Donc l'écologie, en fait, vous regardez tous les traités, Kyoto, c'était un fiasco, Copenhague, c'était un fiasco. La dernière, je pense que c'était aussi encore un déguisement. On nous dit que de toute façon, les pays qui sont développés n'arrivent pas à s'accorder, que ce soit la Chine ou les États-Unis, pour réduire le taux de pollution, enfin toutes les émanations de CO2. Donc, ils ne se mettront jamais d'accord par rapport à ça pour des raisons de développement économique. Donc, pour le moment, c'est un peu un discours de sourd. J'ai un copain qui assistait justement au traité de Copenhague. Il m'a dit que c'était un fiasco complet. Les politiques et les scientifiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord à la fin par rapport à tout ce qui était énoncé. Bon, alors je pense qu'en effet, dans ce que vous dites, il y a une partie de vérité. Après, il y a une partie aussi, là en ce moment, on est en train de regarder justement avec le soi-disant réchauffement planétaire, les pays qui vont être inondés, enfin certaines îles qui vont être englouties, des pays, d'où la migration de population, enfin ce que ça va donner après sur un ordre économique. Donc j'ai l'impression qu'en fait, bon, c'est beaucoup de propagande, mais quand on regarde réellement ce qui est fait derrière, il n'y a pas grand-chose. D'un point de vue économique, on sait très bien que ça reste complètement limité parce qu'il y a des gros enjeux économiques et que les grandes puissances ne sont absolument pas d'accord pour faire un effort. Enfin, du moins aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, et les traités, c'était un fiasco complet. Bon, enfin, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Oui. Je sais que j'ai refusé un poste à Bruxelles à cause de ça, parce que j'ai pas voulu rentrer dans cette fumisterie, parce qu'ils voulaient mettre des chercheurs de haut niveau qui servent en fait de vitrine pour cacher le business qui se passe derrière avec Goldman Sachs sur tout ce qui est régulation voilà, écologique, alors que en fait c'est encore voilà, c'est un nouveau créneau, c'est un nouveau business, mais ça les gens ne le savent pas, et ça il ne faut pas le dénoncer surtout. Donc on demande aux chercheurs de, bon, ben voilà, de la boucler, de faire vitrine et de cacher tout ça, et tout le monde n'est pas d'accord, mais bon... Bon, merci de votre témoignage. J'ai envie de rebondir sur deux mots que vous avez utilisés, c'est le mot fiasco et le mot migration de population.
la COP de Copenhague, la COP 21 récente ait été un fiasco, il y a des courants de pensée qui peuvent être amenés. Il y a deux lectures au mot fiasco. Il y a la première lecture, c'est de dire, finalement, on est tous d'accord qu'il faut réduire le CO2, mais en fait, à Copenhague, ils n'y sont pas arrivés à se mettre d'accord, et à Paris, ils se sont mis d'accord, mais sans aucun engagement contraignant. Donc c'est du vent. Mais pour moi, le vrai fiasco, il n'est pas là. Il n'est pas d'arriver à se mettre d'accord ou pas à se mettre d'accord. Le vrai fiasco, c'est de passer des millions d'heures à parler d'un faux problème. Parce que c'est ça le fiasco. Hein? Donc, qui n'arrive pas à se mettre d'accord, j'ai plutôt tendance à m'en réjouir. Hein? Au moins pendant ce temps-là, on n'est pas en train d'être obligé de verser dans le fonds vert pour le climat des centaines de milliards pour soi-disant sauver la planète. Parce que le grand gaspillage, il serait là. Hein? Donc, bien entendu que tout ça c'est de la fumisterie. Les quotas de CO2, j'en profite pour vous dire, vous savez qui est le propriétaire de la seule bourse de marchandises qui fait le commerce des quotas de CO2 entre les États. C'est Al Gore. C'est Al Gore, faut pas s'étonner qu'il plaide pour les quotas de CO2 sur... Alors, maintenant, l'émigration de population. L'émigration de population, attention, ça aussi, ça ne fait pas partie des 9 limites planétaires, parce que ça ne pèse pas sur des causes de désordre, ce sont des conséquences. Or, quand on travaille, moi j'ai travaillé la question sur l'émigration, sur les deux organismes, alors malheureusement je ne les ai pas là sous les yeux, mais vous pouvez les trouver sur mon site internet. J'ai un site internet qui s'appelle lesdeuxailes.com, 2 en chiffres, hein, surtout pas 2 en lettres, hein, lesdeuxailes.com, et vous tapez migration et vous verrez un article qui fait référence aux études scientifiques qui sont des études reconnues par l'ONU et par la Norvège, et mais je suis désolé, qui ne parlent absolument pas de migration climatique. Ils parlent de migration pour des catastrophes naturelles, c'est-à-dire les tremblements de terre, les séismes, les volcans, Mais attendez, cherchez dans cette étude le chiffre des migrations climatiques, il n'y en a pas. Et je vous mets en 1000 de les trouver. Hein? Donc là aussi, la crédulité s'effondre. Ce n'est pas vrai. Hein? Donc voilà ce que je voulais dire sur le mot migration de population. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'immigration, attention, pour d'autres causes. Hein, et dans l'histoire de la Terre, il y a eu des migrations, il y a des encyclopédies qui vous parleront de toutes les migrations qu'il y a eu, les Huns, les machins, les trucs. Je ne suis pas en train de dire que ça ne pose pas de problème, les migrations. Je ne suis pas en train de dire que c'est amusant pour les gens qui migrent. Il y a des causes multiples, mais il ne faut pas dire, ce n'est pas vrai de dire qu'il y a une migration climatique. Ce n'est pas vrai. Dans le livre L'Empire écologique de Pascal Bernardin, qui a 30 ans à peu près, oui. Moi j'ai traduit à ce moment-là à l'ONU un traité entre les USA et l'URSS au début des années 70, par lequel ils s'interdisaient mutuellement et réciproquement l'utilisation des forces géodésiques, magnétiques, électromagnétiques, terrestres et aérienne, oui c'est ça, pour provoquer des sécheresses, des éruptions volcaniques, des tsunamis, des inondations et même des variations très hypothétiques de déplacement des plaques terrestres. Et c'est un traité. Oui, madame, c'est le plan HARP, c'est les travaux de Tesla. C'est ça. C'est la guerre climatique. Oui, exactement. Oui, mais c'est début 70, ils le mettent en œuvre. Et même dedans, ils savent comment, parce que j'ai discuté avec certains d'entre eux, parce qu'il y avait des trucs qu'il fallait éclaircir pour une bonne traduction. Ils expliquaient comment on pouvait créer un tsunami en allant, c'est très facile, en allant dans les sondes profondes, déposer des bombes et à distance le faire. Le tsunami du Japon a été provoqué d'une part,
D'autre part, il est venu juste au moment où les Japonais essayaient de mettre les Américains à la porte parce que la durée d'occupation était dépassée et qu'il y avait en plus des viols en permanence contre les petites Japonaises. Deuxième raison, et entre autres, la construction de la centrale a été faite par les Américains. Or, les Américains ont prévu leur centrale avec protection aérienne puisque tout venait par cyclone, alors que pour un tsunami, il faut prévoir le refroidissement par un système en dessous. Donc c'est pas le même. Bien. Alors, j'ai entendu parler de ça, mais j'ai jamais vraiment travaillé ce sujet. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce que l'on peut en tirer par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, dans mes propos. Il s'agit par là de dire, vous voyez bien, c'est la preuve que l'homme pourrait détruire la planète et qu'ils se sont entendus pour ne pas la détruire. Eh bien, j'ai tendance à ne pas y croire. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une nuance entre causer un tsunami, c'est quand même pas détruire la planète, causer un tsunami. C'est un désordre local. Bon, ceci dit, pour vraiment le créer, j'imagine qu'il faut des moyens techniques qui auraient été considérables économiquement à développer. Donc, est-ce que c'est de la grande morale entre les États-Unis et la Russie? Je pense qu'ils avaient des intérêts économiques de dire, bon allez, on est déjà dans la merde en train de se faire la course après le nucléaire, essayons d'éviter d'avoir une deuxième course. Autrement dit, est-ce que c'est des raisons morales? Je ne sais pas si les États sont vraiment capables de morale. Non, c'est pas moral. Est-ce que c'est économique? Peut-être. En tous les cas, ça ne vient pas, dans ma culture, colporter l'idée que l'homme pourrait détruire la planète. Parce que même les histoires magnétiques, j'y connais rien. Je vais vous faire, vous savez, moi j'ai l'habitude de parler de choses que je connais. Le magnétisme, j'y connais rien. C'est les versions des pôles, ça. Mais j'ai une intuition, mais bien sûr que j'ai une culture d'école, je sais ce que c'est qu'un aimant et je sais comment ça marche avec une aiguille, mais de là à parler des phénomènes magnétiques terrestres, et ne parlons pas des phénomènes magnétiques solaires, hein, et de dire que l'homme pourrait mettre en œuvre des moyens techniques qui soient plus puissants que cela, j'ai un peu, mais je demande à travailler la question, j'ai un peu tendance à dire non. Hein. Bon, donc, c'est une question, hein, parce que moi, à chaque fois qu'on me pose quelque chose, je vais m'y atteler, je vais essayer de travailler ça, mais ça ne change pas le fond de mon discours. Je ne vois pas en quoi ça changerait le fond de mon discours. Non, ça ne peut pas changer, ça corrobore. Oui. Enfin, ça peut aussi le changer, c'est de dire, vous voyez bien que l'homme pourrait détruire la planète. Je crois que c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. On est les deux puissants. Si tu bouges, je bouge, parce que je sais faire ce que tu sais faire. Donc on s'interdit réciproquement. Oui, oui. Mais ça ne s'appelle pas détruire la planète, ça s'appelle se faire la guerre de moyens. Mais il n'empêche qu'ils peuvent très bien déclencher des sécheresses. Des désordres... Et très bizarre, la sécheresse du Mali est arrivée juste 1 an ou 2 ans après. Oui, j'étais au Mali en 70, donc je sais ce que c'est. Ça avait d'autres causes. Il y a, paraît-il, dans le Grand Nord, un endroit où les Américains font des expériences de climat. Et j'ai vu un reportage, j'ai lu aussi qu'il y avait des journalistes qui voulaient s'approcher et c'était absolument impossible. Donc ce sont les ouragans artificiels et on a même dit que celui qui est parti de la frontière espagnole pour traverser la France en diagonale et filer du côté de l'Allemagne avait été artificiellement mené. On l'a dit, par la technologie art. Oui. C'est comme le tsunami qui a été en Thaïlande. Bon, moi, vous savez, on a dit, moi, je... Oui, mais enfin, il y a quand même une zone, justement, où... Est-ce que ça ne fait pas partie, justement, de ce développement du sentiment de peur? On est dans l'émotion. Non, c'est une technologie qu'ils utilisent. Exactement, c'est un centre d'expérimentation, d'expérience. Ils s'en servent. Bon, mais... De toute façon, si l'homme veut faire le mal, il va utiliser la technique pour faire... La technique n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce que l'homme en fera. Si l'homme veut faire le mal, il va développer des moyens techniques. Sur le bouton rouge, la bombe atomique. Il y a des limites au mal, c'est pas limité. Oui.
que vous pensez de l'encyclique du pape Ah oui, je n'en ai pas parlé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important, vous n'avez pas posé la question. C'est comme le numéro 4. Que dire? Que dire? Je pense que d'abord, alors, je vais commencer par dire les choses que j'aime dans l'encyclique. Il y a des tas d'abord, il y a toute une dimension. Alors, je suis d'accord ou pas d'accord avec le style de l'encyclique. Il y a des moments où moi je préférais Benoît XVI, qui était d'une intelligence structurée à l'allemande, qui était plus proche de ma forme de logique que de celle du pape François, bon, ceci dit, sur toute la dimension christologique, superbe, même si je ne l'aurais pas écrite comme ça, il fait référence finalement à tous les papes antérieurs. Bon. Il y a également quelque chose où il dit tout est lié. Moi, cette phrase-là, je l'aime beaucoup. Il l'a répété 10 fois. On ne peut pas respecter la nature sans respecter pas la nature de l'homme. Tout est lié, batatrac. Et puis il y a plusieurs... Alors moi, il y a d'autres commentaires que j'avais lus, et en particulier de celui qui dit... C'était Monseigneur Crepeldi, qui est l'auteur du compendium de la doctrine sociale pour l'Église, doctrine sociale de l'Église, qui dans un petit livre en italien raconte qu'il appelle ça le principe de... Alors j'ai oublié le nom du principe, mais quand vous essayez de dormir, vous êtes là, puis non, je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir, et plus vous dites je veux dormir, moins vous dormez. Hein? Par contre, si vous commencez à penser à autre chose, vous y arrivez. Eh bien, il dit, si vous voulez sauver la planète, vous n'y arriverez à rien. Si vous voulez sauver l'homme, vous allez peut-être faire du bien en écologie. Tout est lié. Donc, vous voyez, il y a des dimensions comme celle-là qu'on ne peut pas critiquer. Il y a d'autres choses dans l'encyclique qui... Alors, il y a des mots qui sont un petit peu gênants, du genre l'option préférentielle pour les pauvres. Dieu sait que dans l'encyclique, il parle des pauvres, et il a raison. Il y a des scandales de pauvreté dans le monde. Tout à l'heure, quand je vous ai dit l'Organisation mondiale du commerce qui favorise le déversement de toutes les céréales du Nord, Amérique et Europe réunies, en Afrique, c'est un désordre. Alors on peut appeler ça de l'écologie. C'est un désordre monumental qui crée de la pauvreté. Hein, on dit « Ah, mais ça les nourrit, tu parles, ça les rend esclaves du Nord. Hein » Bon. Donc, parler de la pauvreté, et c'est vrai qu'il y a des liens entre écologie et pauvreté, dans la mesure où quand il y a des catastrophes, je ne dis pas qu'elles sont causées par l'homme, mais je sais les conséquences, c'est toujours sur les plus pauvres. Hein. Donc le lien écologie-pauvreté méritait d'être développé. Il y a des petites originalités du pape que je trouve assez intéressantes aussi. Par exemple, mais c'était pas que dans l'encyclique, c'était quand il était en Amérique du Sud, il y a une éloge de la ville qui est très amusante pour un écolo. L'écolo qui rêve de retourner au paradis et de la belle nature, lui, il parle de la ville, anticipation de la Jérusalem céleste, au lieu de la fraternité. Alors l'homme est pécheur, bien entendu que dans la ville, je ne peux pas supporter mon voisin d'en dessous qui fait du potin. Hein. Donc je ne suis pas dans une ville de fraternité, mais c'est parce que nous sommes pécheurs. Mais par contre, dire que la ville pourrait être un lieu écologique de... Alors, tout dépend ce qu'on met derrière les mots écologie. Alors, c'est vrai, tout ça, ça devient une espèce de méli-mélo. L'époque a créé le méli-mélo. Donc, que le pape surfe un peu sur ces choses-là, pourquoi pas, même si ça m'a... Bon, c'est pas ma tasse de thé, mais bon. Donc, il y a des belles choses dans l'encyclique. Par contre, toute la première partie me gêne. Bien entendu, parce que il fait le constat de la maison, l'état de la maison, et il récite, on lui a fait réciter le catéchisme écolo. Alors là, d'abord il le dit, et puis il y a quand même des phrases très fortes où il dit, malheureusement c'est au chapitre 60 et 61 ou quelque chose comme ça, c'est à la fin, les deux derniers chapitres de l'état de la première partie, de l'état de la maison, mais il le dit quand même,
Ceci dit, il n'appartient pas à l'Église de se prononcer sur ces questions-là. Bon, donc il le dit. Et d'ailleurs, il dit à d'autres endroits, il serait important que tout soit mis sur la table pour instaurer le dialogue sur les questions techniques et scientifiques de l'écologie. Bon. Donc il appelle au dialogue. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens qui sont autour de lui n'appellent pas trop au dialogue. Et moi, j'ai étudié très en profondeur les textes qui traitent d'écologie de l'Académie pontificale des sciences, et il n'y a eu aucune confrontation contradictoire. Aujourd'hui, j'ai rencontré un évêque, je lui ai dit, c'est quand même curieux que quand il s'agit de l'Église, quand il s'agit de canoniser un saint, eh bien, elle fait appel à l'avocat du diable qui analyse ce que... et c'est un vrai métier d'être l'avocat du diable. L'Église ne confie pas ça à un bouffon du roi. Elle confie ça à quelqu'un qui est sérieux, qui connaît la personne et qui dit attention, cette personne a aussi dit ça, il n'y a pas que ceux qui disent santo subito, quoi. Hein, il y a aussi ceux qui... Bon. Or, aujourd'hui, dans les questions scientifiques, dans l'Église, il n'y a pas d'avocat du diable. Et même l'Académie pontificale des sciences n'a pas fait cette étude, n'a pas fait ces travaux-là. Et je l'ai dit au président en personne, je peux vous le dire, c'est une confidence que je vous fais, je l'ai rencontré, je le lui ai dit, il m'a dit, vous avez raison. Bon. Donc, il n'y a pas eu ce travail contradictoire. Alors, le résultat, c'est qu'on canonise le GIEC. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de cause du diable, donc on canonise les saints, des rôles de saints. Hein? Alors, donc, alors, maintenant, je vais essayer de venir au secours du pape. Est-ce qu'il a une vision géopolitique? C'est pas ma tasse de thé, peut-être qu'il en a une. Et l'autre jour, j'ai lu un article qui était amusant au moins. Il disait « Le pape a une odeur de brebis ». C'est un journaliste américain qui disait « Le pape a une odeur de brebis ». Et vous avez peut-être lu ça. Et il se fonde, cet article, sur le fait que le pape, dans une homélie, a dit « Vous comprenez, c'est bien gentil d'aller au secours de la brebis perdue, mais aujourd'hui, c'est la brebis unique qu'il faut laisser au bercail, et elle est à la recherche des 99 autres. » Alors vous imaginez le pape avec 99 brebis sur les épaules, c'est quelque chose. Or, qu'est-ce que fait? Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas à moi d'être à la place du pape. Peut-être qu'il est en train de rassembler 99 brebis et de dire, il y a 99 écolos, je vais essayer de les ramener, de leur dire, attendez, vous ne pouvez pas à la fois sauver les pandas et sauver l'avortement, et défendre l'avortement, pour petit à petit les ramener à la maison. Hein? Alors, est-ce que c'est une stratégie? Ce n'est pas, c'est pas à moi de répondre à ça. Hein? Bon, il y a des, puis on en a parlé, il y a des petites phrases, il parle de la déesse, la mère terre, etc. Bon, c'est pas, bon, ça m'emballe pas, mais je crois qu'il faut, d'ailleurs, 2 jours après, le pape a dit, mon encyclique n'est pas une encyclique verte, c'est une encyclique sociale, il l'a dit. Hein? Et donc il faut, et j'ai lu beaucoup de commentaires, en particulier, vous allez me dire, je parle souvent de Monseigneur Crépeldi, qui est quand même l'auteur de la Bible de la doctrine sociale de l'Église. Hein, j'ai lu, je l'ai mis sur mon site, parce qu'elle n'existe qu'en anglais, donc je l'ai traduite. Vous pouvez aller lire c'est un bijou, le commentaire qu'il a fait de Laudato Si, et il parle de cet éloge laïque qui est fait de l'écologie, de l'appel à la conversion à l'écologie. Ils n'ont rien compris à la conversion écologique, alors que c'est la conversion à l'écologie. Bon, et il dit, ce n'est pas une encyclique verte, c'est une encyclique sociale. Bon, alors, voilà, et je peux vous dire, je le garde confidentiel, mais j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai rencontré une quinzaine d'évêques, j'ai des mails personnels de membres de la Commission théologique internationale qui me disent, je vois des lacunes, donc il faut se dire, il y a des choses, bon, voilà, mais il ne m'appartient pas de dire que je n'aurais pas écrit comme ça, je ne suis pas le pape, hein, je ne suis pas le pape. Mais je pense que là-dedans, si on se veut fidèle à l'Église, il faut essayer d'être fidèle à essayer de plus dans ce qui nous rassemble que de ce qui nous divise. Hein? Le pape a des choses à nous dire là-dessus, quand même. Hein? L'écologie est un signe des temps, et je pense qu'il y a quand même plus de bon que de mauvais dans cette encyclique.
D'ailleurs, dire qu'il y a du mauvais, je suis bien outrecuidant. Je n'irai pas jusque-là. Vous savez, les laïcs ont le pouvoir, c'est dans le Concile, ont le pouvoir de réfléchir à toutes les questions du magistère. Et alors, quand on commence à ne pas être d'accord, il faut commencer par se dire, il faut que je continue à travailler, il faut que je continue à comprendre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est pas ma forme, c'est pas ma forme. Les questions géopolitiques, c'est pas mon métier. Oui, les jésuites, la fin justifie les moyens, il est obligé de le dire. Oui, il est obligé de le dire. Parce que chacun sait que vous décidez comme vous voulez. Est-ce qu'il y a encore une question? Bon, alors on va arrêter ce soir. Et je vous invite d'une